l'expert comptable au cœur de l'économie, c'est aussi la communication. On est en 2021 maintenant, dans un monde de communication et la profession est restée trop longtemps cachée. Et donc, il faut que nous allions sur les plateaux télé, que nous allions dans la presse et que nous donnions notre avis sur tous les sujets qui touchent l'économie et même au-delà, puisque nous sommes aussi des citoyens. Hein, et donc, les experts comptables, on doit prendre une part importante dans le débat public. Je crois que c'est notre rôle. Et puis, bien évidemment, la troisième partie, c'est être capable de se faire respecter. Moi, je dis souvent qu'être à l'ordre, c'est pas être aux ordres. Voilà, il faut être capable de se faire respecter et pour ça, il faut aussi mériter le respect. Et en faisant des propositions, on méritera le respect. Je crois que c'est un sujet capital. Donc ça, c'est ma conviction profonde sur notre rôle de professionnel. Et puis, j'ai deux sujets qui sont pour moi prioritaires. Le premier, c'est l'indépendance numérique de la profession. Je n'ai aucun doute, aucune crainte sur la fin de la prérogative d'exercice de manière juridique. Par contre, on voit bien avec les plateformes, avec la technologie, qu'on a un véritable sujet. Donc, soit on fait rien et les trains passent et on a le risque de péricliter, soit on prend notre destin en main sur ce sujet. Donc, on va lancer très prochainement un fonds d'investissement national de la profession pour aller investir dans les startups qui inventent notre métier de demain, pour les accompagner à être au plus près des besoins des entreprises. Je crois que c'est un sujet qui est capital. Et puis, on a un deuxième sujet qui est celui de la data. On voit passer aujourd'hui une grande partie, voire l'essentiel de la data des TPE-PME. Donc, il faut qu'on prenne le sujet à bras-le-corps, qu'on aille vers un data lab, qu'on crée des sujets avec des algorithmes aussi, parce que ce qui est important, en fait, c'est que plus on va être capable d'aller vers la compta prédictive, plus on va être capable de donner des conseils en amont auprès de nos clients et meilleurs seront nos conseils. Et là, on le voit avec l'enjeu de la relance. Plus on aura de données fraîches et plus nos conseils seront pertinents et plus on va être capable d'accompagner nos TPE-PME dans la reprise économique qui doit être un enjeu national, la relance de l'économie. Et le deuxième sujet qui est capital pour moi, mais le numérique va bien avec la formation, c'est la création d'une école de la profession. Il n'y a pas un territoire de France où on n'a pas de problématique de recrutement. Aujourd'hui, le principal frein au développement de nos cabinets, c'est pas de trouver des clients, c'est d'avoir des collaborateurs pour s'occuper des clients. Donc pour ça, on veut réfléchir, c'est quoi un collaborateur dans les 10 prochaines années, quelles sont les compétences dont il va avoir besoin, mettre en place les cursus de formation et passer des accords avec l'ensemble des écoles qui aujourd'hui existent sur le territoire en proximité pour former au nouveau cursus. Ça, c'est pour la partie formation initiale. Et puis, bien évidemment, et ça fait lien aussi avec le numérique, on a aujourd'hui des collaborateurs qui va falloir accompagner dans le changement. Et donc là, l'école de la profession doit aussi accompagner nos collaborateurs actuels aux besoins des cabinets de demain. Voilà. L'indépendance numérique, l'indépendance sur la formation, prendre notre destin en main sur la formation et l'expert comptable au cœur de l'économie. Voilà, c'est le projet que je porte pour les 2 prochaines années. Et puis, Jean-Luc Flabeau, qui était mon binôme, finira les 2 dernières années du mandat toujours sur ce même projet. On aime bien avec Jean-Luc dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Je crois que c'est comme ça qu'on doit faire de la politique. Merci Lionel, on m'entend là. Merci d'avoir cité Jean-Luc Flabeau, dont chacun, enfin beaucoup connaissent les grands mérites et qui est effectivement ton binôme puisque vous avez constitué ensemble une très belle équipe pour gagner ces élections. Merci donc de cette première intervention qui permet de donner les grandes lignes et les directions majeures. Je ne vais pas les reprendre, bien sûr, hein, on va passer à autre chose et surtout à la crise sanitaire, mais juste pour dire combien je suis heureux de constater que tu as pris en main depuis un moment d'ailleurs, hein, et que tu as inscrit fort dans ton programme le fait que nous sommes des microéconomistes, on connaît l'entreprise, mais qu'on peut avoir aussi une vision macroéconomique et concrètement, puisque on élabore 2,5 millions de bilans par an, 2,5 millions d'entreprises, que l'on puisse utiliser l'avancée formidable de ce qu'on appelle la data pour avoir des visions macroéconomiques aussi et une exploitation en respectant bien sûr totalement, en respectant les données personnelles et tous les textes et toutes les lois, d'en tirer des arguments et des analyses et des projets d'action au niveau macroéconomique. Alors justement, puisque j'évoque l'aspect macroéconomique, mon cher Lionel, tu as très rapidement, dès ton installation, lancé une vaste consultation, un appel à propositions
non pas projet, on parle souvent d'appel à projet ici, c'est un appel à proposition. Tu as demandé à toute la profession, c'est un peu ta marque de fabrique, de consulter le terrain, si je puis dire, ce qui est une très bonne chose, pour avoir des propositions. Est-ce que tu peux nous dire un peu rapidement le processus? Et puis ensuite, évidemment, tu as présenté 50 propositions à la presse récemment, et la presse est là d'ailleurs. Hein, tu sais, on a à la fois un journaliste du Monde, euh, des Échos et de la GFI et d'actuels experts comptables. Voilà. Donc, un journaliste, je dirais plutôt des journalistes féminines et un journaliste masculin. Voilà. Et donc, merci d'ailleurs, je salue les journalistes qui nous font l'honneur d'être présents. Et donc, Lionel, est-ce que tu peux nous dire un peu le processus démocratique que tu as mis en place et surtout les 50 propositions? Bien sûr, je ne te ferai pas la peine de te demander de citer les 50, mais est-ce que tu peux tirer les points essentiels, dont le premier et que j'ai lu, là, qui est extrêmement important, c'est une vision un peu plus sociale du chef de petite entreprise. À toi, Lionel. Oui, donc je suis dans la lignée de l'expert comptable au cœur de l'économie. Hein, donc l'idée, c'est dans cette crise qu'on soit capable d'analyser ce qui ne marche pas, comment faire des propositions pour accompagner les TPE-PME dans la sortie de crise, et puis bien évidemment préparer la reprise. Donc pour ça, rien de mieux que de faire appel à l'intelligence collective des 21 000 experts comptables de France. Et donc j'ai lancé dès ma prise de fonction une grande enquête. On a eu plus de 7 000 experts comptables qui ont répondu. Donc, on a eu un gros travail de tri, d'analyse des propositions, et puis on en a retenu 50. Alors, on aurait pu en retenir beaucoup plus, mais voilà, 50, je crois que c'est déjà pas mal. Notre rôle, déjà, c'est de reconnaître que dans notre pays, on a la chance d'être en France, d'être dans un pays où les aides sont massives. On pointe souvent la France comme le champion du monde des impôts, des charges, etc. Mais là, on est les champions du monde des aides à l'économie. Donc, il faut aussi savoir le dire. Si on veut être crédible de toute façon, il faut être capable de dire ce qui va bien, être capable de dire ce qui va mal et de faire des propositions. Et notre rôle, donc, c'est de faire des propositions d'amélioration des dispositifs. C'est vrai qu'on est quelque part aussi souvent les champions de la complexité. Et puis de pointer quels sont les oubliés des aides. Donc, pour parler des oubliés des aides, moi aujourd'hui, je cite deux oubliés. Le premier, ce sont les créateurs d'entreprises depuis le 1er octobre qui n'ont droit à rien. Et donc, dans les propositions, on fait la distinction entre celui qui crée une entreprise en partant de rien et qui, quelque part, a une flexibilité, une agilité, de celui qui a, par exemple, un restaurateur qui a acheté un fonds de commerce avec un emprunt, qui lui, aujourd'hui, n'a aucune aide, même s'il est fermé, parce qu'il l'a créé depuis le 1er octobre. De la même façon, quelqu'un qui a créé une entreprise et qui a investi et qui a recours à un emprunt. Donc, ce qu'on demande, et c'est aussi ce qu'on fait lors des différents contacts qu'on peut avoir auprès du gouvernement et différentes administrations, c'est que ces oubliés soient aidés. Et puis, bien évidemment, et c'est un sujet que je portais déjà quand j'étais président de PACA, c'est le dirigeant de TPE-PME. Le chômeur a droit à son chômage, le salarié a droit à l'activité partielle, mais le dirigeant de TPE-PME, lui, n'a droit à rien. Le fonds de solidarité, ça sert à payer les frais généraux. Il y a eu la crise des gilets jaunes, il y a eu la réforme des retraites avec les grèves, il y a eu le premier confinement, et toutes les trésoreries de nos patrons de TPE-PME, quand je parle de patron de TPE-PME, c'est le restaurateur, c'est le fleuriste, c'est le libraire, c'est l'artisan, c'est le commerçant. Enfin, ce sont tous ceux qui font la vie économique de nos territoires. Et donc, toute leur trésorerie, il n'y en a plus aujourd'hui. Et donc, quand le fonds de solidarité permet de payer les frais généraux, eux, il ne leur reste rien pour vivre, pour payer leur loyer, pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc, ce que je suggère, c'est qu'on mette en place l'équivalent de l'activité partielle des salariés pour nos dirigeants de petites entreprises. Voilà, ça, c'est une mesure forte, parce que si on veut qu'il y ait une relance demain, il faut que nos petites entreprises, elles sortent en vie. Il faut qu'il y ait de la croissance, il faut qu'il y ait du moral, il faut qu'il y ait de la confiance. Si nos petites entreprises sont toutes au tribunal de commerce en train de déposer le bilan, eh ben, c'est pas comme ça que notre économie repartira. Donc, vaut mieux aider ces entreprises à ce qu'elles soient en vie. Donc ça, c'est une mesure forte. Puis après, quelques mesures rapidement. On a un problème de fonds propres dans nos TPE-PME. Donc, on propose que pendant 4-5 ans, les bénéfices non distribués jusqu'à 50 000 euros des petites et moyennes entreprises soient exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt société. Donc, faisons en sorte d'inciter à renforcer les fonds propres des entreprises.
Moi, je pense qu'il faut qu'on passe d'une fiscalité qui est souvent punitive à une fiscalité incitative. Incitons les entreprises à aller vers les secteurs d'avenir, par exemple l'écologie, par exemple le numérique. Un exemple, aujourd'hui, quand un chef d'entreprise veut changer la flotte de véhicules, s'il veut aller vers des véhicules propres, l'incitation est très faible. Eh ben, on propose par exemple de pouvoir récupérer la TVA en totalité sur les véhicules propres, de pouvoir amortir les véhicules propres en totalité. Donc voilà, vraiment des mesures de bon sens incitatives sur le terrain. Il faut aussi, par exemple, l'activité partielle, il faut qu'on ait une véritable visibilité sur l'année 2021. On ne peut pas avoir des dispositifs qui changent tous les 2, 3 mois. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, la seule chose dont il a envie, c'est de sortir de l'activité partielle, sortir des aides, retrouver du chiffre d'affaires. Et donc, il faut qu'il y ait une visibilité et ils sortiront naturellement dès qu'il y aura une reprise d'activité. Mais c'est très anxiogène de se dire, ce mois-ci, ça va être 70%, le mois d'après, ça va être 60%, le mois d'après, ça va être 36%, et puis la crise continuant, 2 jours avant le délai, un décret sort pour continuer et faire en sorte que le dispositif soit maintenu. Donc voilà, il faut qu'on donne de la visibilité à nos entreprises. Et puis, dernière mesure aussi emblématique, c'est que c'est bien de faire un choc d'investissement, un plan de relance sur l'investissement, mais il faut un choc de consommation aussi si on veut que ça fonctionne. Et donc, les Français, pendant cette période, ont beaucoup épargné. Donc, il faut qu'on flèche l'épargne vers les entreprises. Pour ça, on propose 3 mesures. La première, c'est les donations, de pouvoir donner aux enfants, aux petits-enfants, ou aux neveux et aux nièces pour les oncles et les tantes qui n'ont pas d'enfants, jusqu'à 50 000 euros, sans condition et sans droit. Ça, c'est quelque chose qui est important. Comme ça, quand un parent ou un grand-parent va donner de l'argent à ses petits-enfants ou à ses enfants, ils vont consommer. Ça veut dire de la TVA, ça veut dire de l'impôt, ça veut dire de l'argent dans le circuit économique. C'est très important. Pareil sur l'épargne salariale. Libérons l'épargne salariale sans condition pendant au moins l'année 2021 pour inciter à consommer. Et on a la même chose sur l'assurance vie. Permettons des retraits sans fiscalité jusqu'à 50 000 euros des contrats d'assurance vie pour relancer cette consommation. Aujourd'hui, c'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui rapporte rien à personne, ni à celui qui place. Quand on voit les taux de placement aujourd'hui qui sont à zéro quelque chose, ça rapporte rien à l'État et ça rapporte rien à l'économie. Remettons de l'argent dans le circuit, on va régénérer pour l'État de la TVA et de l'impôt et pour l'économie de l'activité. Voilà les mesures rapidement, puis le ton des mesures qu'on propose pour la relance de l'économie. Merci Lionel, c'est extrêmement intéressant. Alors, on dira tout à l'heure comment, pour le public qui nous entend, tout le monde n'est pas membre de l'ordre des experts comptables, comment on peut accéder à ces 50 propositions. Mais avant ça, ton intervention m'inspire. Alors donc, on voit il y a du social avec le statut du chef de la petite entreprise, du fiscal et cette idée formidable et de mon point de vue extrêmement pertinente de dire il y a de l'argent qui dort. Eh ben, à titre exceptionnel, autorisons les donations sans condition parce que on avait fait une proposition comparable dans un autre cercle au mois de juillet et on a vu qu'il y a des tas de conditions, etc. Là, cette idée est excellente, 50 000 euros, on cherche rien, c'est très bien. Et je vois aussi qu'en dehors de ces mesures, bien sûr, à connotation économique, fiscale, sociale, financière, il y a aussi des propositions un peu plus macroéconomiques telles que l'écologie. Effectivement, on va comparer une question qui va se poser évidemment entre les entreprises relativement importantes, voire très importantes, qui sont cotées en bourse et qui feront l'objet du périmètre du président Ophel, et nous, les experts comptables, où on est plutôt sur la TPE, PME. Et donc, la question qui me vient à l'esprit, c'est comment tu vois chez nos clients l'assistance à la transformation. Alors, il y a la transformation numérique, il y a aller vers l'écologie, il y a peut-être de l'exportation, il y a peut-être du fabriqué en France, des masques ou autre chose. Et donc voilà, est-ce que tu vas faire ça avec les fédérations professionnelles ou est-ce que tu as une vision? Parce que j'imagine que mettre tout ça en œuvre, ça se fait pas en 24 heures. Comment tu vois les choses pour que moi, expert comptable de terrain, j'ai un client, j'ai 10 ou 100 clients et je veux les aider, ils sont demandeurs, alors que les sociétés cotées ont des services, ont des compétences internes ou des consultants externes. Est-ce que l'expert comptable va pouvoir m'aider à toutes ces évolutions que tu imagines? C'est capital. Aujourd'hui, un expert comptable n'est pas qu'un faiseur de compte.
un expert comptable accompagne son client dans la stratégie, dans le développement. C'est ça aujourd'hui un expert comptable en 2021. Donc il faut qu'on se forme, qu'on continue de se former sur tous ces sujets, qu'on continue d'accompagner nos entreprises. Moi, j'ai rien contre les économistes de librairie, les économistes d'université ou les économistes de plateau télé. Hein. Plus souvent, c'est les mêmes. Mais je préfère notre rôle, nous, d'experts comptables, où on est des économistes du quotidien des TPE-PME, les économistes du concret, les économistes d'action. Donc c'est là où on doit jouer ce rôle et on doit faire connaître notre rôle. C'est capital. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse des propositions de mesures de micro, de macro, qu'on participe au débat, surtout en plus dans cet environnement de crise. Par exemple, moi, il y a un sujet qui me tient à cœur aussi et qui est dans les 50 mesures, c'est celui d'isoler les dettes Covid dans les bilans et d'analyser les entreprises qui sont viables sans le règlement de ces dettes Covid. Et ces entreprises-là, il va falloir les sauver coûte que coûte. Ça coûtera moins cher d'étaler les PGE sur 10 ans, peut-être même d'en abandonner une partie. Parce que, prenons le cas d'une entreprise de 50 salariés. Vaut mieux qu'elle reste en vie et qu'elle paye ses dettes sur une longue durée ou qu'elle dépose le bilan, qu'on ait du chômage et une crise sociale. Je crois que ça coûtera beaucoup moins cher à l'État. Et c'est là où les experts comptables ont un rôle à jouer, dans l'analyse au cas par cas. Parce qu'on ne peut pas généraliser. Aujourd'hui, dans cette crise, il y a des entreprises qui fonctionnent bien, des entreprises qui sont en difficulté, il y a des entreprises qui sont en grande difficulté, par exemple toutes celles qui sont fermées. Mais c'est notre rôle d'expert comptable avec le dirigeant d'analyser, de faire des prévisionnels, de faire des propositions de sortie de crise. Je pense qu'il faudra peut-être aussi, et c'est une des propositions, mettre en place une commission avec le ministère de l'économie, avec les experts comptables pour qu'on analyse certains cas particuliers et qu'on arrive à leur faire du sur-mesure pour les sauver parce que voilà, c'est important. Je crois que c'est la cause nationale de 2021 et peut-être de 2022, c'est participer à la relance de l'économie de notre pays. Merci beaucoup, Président Canesi. C'est vraiment rapidement et à peu près dans les délais, on est bon. Un exposé qui permet de voir et ta vision pour la profession et ta vision pour l'expert comptable dans l'économie en période de crise et de façon plus générale. Alors, la transition, je l'ai déjà un peu faite tout à l'heure en disant que nous avions maintenant comme invité d'honneur Monsieur Robert Ophel, qui est président de l'autorité des marchés financiers et qui a avec lui une carrière bien remplie et tout à fait à son honneur. Je vais en donner les grandes lignes. D'abord, avant ça, vous remercier, Monsieur le Président Ophel, de nous faire le plaisir et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence de rentrée qui nous permet finalement de renouer avec notre public et aussi, comme vous venez de le voir, j'imagine que vous avez une oreille attentive à l'exposé de notre président dont vous avez vu à la fois le dynamisme et l'implication dans le rôle de l'expert comptable responsable en matière économique. Comme vous le savez, les experts comptables, c'est 21 000 personnes à peu près, c'est 2,5 millions d'entreprises suivies et c'est 130 000 collaborateurs. Donc, vous voyez, c'est une profession qui est importante. C'est une garantie de l'assiette fiscale et pas que. On est, comme disait le président Canesi, on est un ordre, mais on n'est pas forcément aux ordres. Donc, président Ophel, vous êtes diplômé de l'ESSEC. Vous avez rejoint la Banque de France, la plus grande partie de votre carrière, enfin une grande partie en tout cas de votre carrière, s'est effectuée à la Banque de France en 1981. Après 3 ans au contrôle des banques, vous avez été économiste à la direction, donc à la Banque de France, des études et des statistiques économiques. Donc voilà, c'est une première chose. Vous avez été d'abord un analyste, si je puis dire. Ensuite, ça marche? Ah oui, non, on fait des grands signes. Ça ne s'adressait pas à moi. Donc, ensuite, vous avez été détaché dans les années 90 à la Réserve fédérale, la Fed de New York. Donc, vous avez séjourné à New York comme représentant de l'équipe de la Banque de France. C'est terrible parce qu'en même temps, on m'appelle, donc je suis obligé de couper à chaque fois. Je vous prie de m'excuser. Donc voilà. Vous avez ensuite été directeur financier
et du contrôle de gestion représentant la Banque de France dans de nombreuses comités de l'Eurosystème. Donc, vous avez été, après la Fed à New York, dans l'Eurosystème. Et puis, en juillet 2006, vous êtes nommé adjoint au directeur général des études et des relations internationales, chargé des questions de politique monétaire et de la coopération. Donc, vous avez cette diversité de fonctions extrêmement éclectique et qui n'a pu que nourrir votre réflexion. Et puis ensuite, donc en juin 2009, vous devenez directeur général des opérations, en charge notamment des opérations de marché, de la supervision des systèmes de paiement et de la stabilité financière et des services bancaires à la clientèle. Donc voilà, rôle, j'imagine, extrêmement lourd, extrêmement important. Vous avez participé aussi aux travaux de nombreuses structures de place. En particulier, vous avez été président du comité national CEPA, président du groupe de place Robustesse et du groupe infrastructure de place. Donc, encore une fois, ça démontre à la palette extrêmement riche de vos compétences et de votre expérience. Vous avez été nommé second sous-gouverneur de la Banque de France en janvier 2012. Donc déjà, il y a presque 20 ans, vous êtes désigné par le gouverneur, évidemment, de la Banque de France pour représenter, en tant que président de l'autorité de contrôle prudentiel de résolution, la CPR, bien connue, et vous devenez membre du collège de l'autorité des marchés financiers. Voilà, on arrive au marché financier, donc l'AMF, en janvier 2012, membre de la commission de comité de supervision qui est terrible parce qu'on m'a appelé 4 fois pendant que je parlais, c'est terrible. Bon, je vous prie de m'excuser. Donc, comité de suspension du mécanisme de supervision unique de la Banque centrale européenne, la BCE. Voilà, donc, dans le détail, j'imagine, Président Ophel, que vous avez eu énormément de fonctions et de compétences. Vous êtes aujourd'hui, depuis relativement peu, président de l'autorité des marchés financiers. Alors, je vous propose un peu ce dont nous étions convenus, c'est que vous fassiez une première intervention générique, si je puis dire, pour présenter votre rôle, compléter peut-être le CV que je viens de résumer de façon très rapide, expliquer, au fond, qu'est-ce que c'est que l'AMF, expliquer votre rôle, et puis donner des éléments d'actualité dont je pense que pas seulement les journalistes présents, mais aussi le public est extrêmement intéressé, parce que la bourse, c'est aussi un élément important du pouls économique d'un pays. Voilà. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci infiniment, cher Président, de m'accueillir ce matin. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec ce que j'appelle moi les professionnels du chiffre, tant il est important pour l'autorité des marchés financiers de bien comprendre les problèmes que vous rencontrez, écouter vos suggestions, et tant je crois il est aussi utile pour vous de bien comprendre quelles sont nos priorités d'action et de supervision. Ce sont ces priorités que je vais vous présenter ce matin, et pour ce faire, je vais les mettre en perspective avec les principaux enseignements de 2020. L'année 2020 a été en effet à bien des égards inédite, et si je ne vais pas m'atteler à en faire un panorama complet, néanmoins, ce que nous avons vécu en 2020 orientera sur plusieurs points nos activités dans les années qui viennent. Il importe donc d'y revenir. Je distinguerai 5 points. Je les cite avant de revenir en détail sur chacun d'entre eux.
D'abord, l'augmentation massive de l'endettement de 2020 et qu'il convient maintenant de corriger en privilégiant le renforcement des fonds propres. Et je rejoins bien sur ce point ce qu'a évoqué le président Canisi. En second lieu, la volatilité des marchés et la nécessité de revisiter le cadre de réglementation et de supervision des fonds ouverts. En troisième lieu, les avancées significatives qui ont eu lieu en matière de finances durables qu'il convient de prolonger. Le quatrième point, c'est la sortie du Royaume-Uni de l'Union qui doit conduire cette dernière à développer ses propres marchés financiers. Et enfin, la nécessité d'avoir en matière financière une filière répressive, forte et homogène en Europe. Première caractéristique de l'année 2020 consiste dans la contribution pour le moins contrastée des marchés au financement de l'économie. 2020, c'est d'abord une année de l'endettement. Le cumul des flux nets d'endettement bancaire et de marché des entreprises a atteint près de 230 milliards d'euros sur les 11 premiers mois de 2020. En France, ça c'est le chiffre en France, sur la même période en 2019, le montant était d'un peu moins de 100 milliards d'euros. 230 milliards, 100 milliards. Le crédit bancaire, en grande partie distribué dans le cadre du dispositif des PGE, qui a atteint 130 milliards pour 640 000 entreprises, a donc été prépondérant avec près de 60% des flux contre 50% des flux en crédit bancaire en 2019. Mais la contribution des financements sur titre ne doit pas être surestimée. Elle n'avait jamais été aussi significative en valeur absolue. Nous avons 92 milliards d'euros d'émissions nettes sur les 11 premiers mois de 2020. Parallèlement à cet endettement massif, la contribution des marchés actions apparaît presque anecdotique. Seules 9 sociétés françaises se sont introduites en 2020 sur les marchés parisiens d'Euronext et d'Euronext Growth. 3 sur le marché réglementé, Euronext, 6 sur le marché de croissance des PME, avec à cette occasion un renforcement des fonds propres d'un peu moins de 500 millions d'euros. L'essentiel étant collecté à l'occasion de l'introduction de la SPAC 2MX organique, 300 millions d'euros, et de Nacon, 100 millions d'euros. En parallèle, les levées de fonds par les entreprises déjà cotées ont également été limitées avec une seule opération d'envergure, celle d'Alstom, qui a approché 2 milliards d'euros. Et au total, on a 2,8 milliards d'euros en neutralisant une opération Iliad à cheval sur l'année 2019 et 2020 et neutre en termes nets. En sens inverse, les rachats d'actions par les entreprises et les dividendes versés ont été particulièrement faibles. Cette faiblesse des dividendes, alors même que les résultats de 2019 étaient élevés et permettaient d'anticiper des dividendes importants, était logique à un moment où les incertitudes étaient lourdes et où de nombreuses entreprises avaient recours à des aides d'État. Mais il faut, je crois, éviter que le marché considère que l'opportunité d'une distribution de dividendes est une décision qui relève des pouvoirs publics et les interdictions générales telles que le secteur financier a pu subir sont vraiment contre-productives. Je pense d'ailleurs que dans certaines circonstances, les versements de dividendes en actions pourraient être privilégiés, plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Le fait est que les dividendes se sont ainsi avérés être inférieurs de 40% à leur montant anticipé pour les valeurs du CAC 40, 31 milliards d'euros versés contre 53 milliards d'euros qui étaient attendus. Avec 10 sociétés qui ont confirmé leurs dividendes, 13 qui l'ont supprimé et 17 qui l'ont réduit. Par ailleurs, on observe une attrition du marché réglementé avec 34 radiations en 2020. Au-delà des sorties de la cote que je caractériserai comme étant naturelles, soit qu'elles résultent d'offres publiques, nous avons eu 2 grosses opérations qui sont ainsi achevées en 2020 sur Altran et Ingenico, soit qu'elles correspondent à des liquidations judiciaires, on observe aussi la montée en puissance de 2 phénomènes, les offres publiques de retrait et les transferts du marché réglementé vers le marché de croissance des PME. Les premières sont facilitées par l'accès aisé au crédit qui permet de financer par la dette les rachats d'actions
et par l'abaissement de 95 à 90% du seuil qui permet le retrait, abaissement qui était introduit par la loi Pacte, avec l'idée qu'on entre d'autant plus facilement en bourse, qu'on sait pouvoir en sortir, et que les manœuvres de certains pour monnayer leur sortie seraient rendues plus coûteuses avec un tel abaissement. Les secondes, qui concernent donc le transfert du marché réglementé vers le marché de croissance des PME, concernent naturellement d'abord les sociétés de taille moyenne du compartiment C d'Euronext, qui permet de bénéficier donc ce transfert des allègements réglementaires associés au marché de croissance des PME. Pas d'obligation de recours aux IFRS, pas de recours au format de reporting électronique iXBRL qui sera obligatoire en 2022 maintenant, puisqu'on l'a reporté d'une année, pas de transparence et de vote sur les rémunérations des dirigeants. 13 sociétés en 2020 sont passées d'Euronext vers Euronext Growth et le mouvement se poursuivra en 2021. Globalement, on a eu une offre limitée de nouvelles actions cotées qui contraste cependant à la fois avec un regain certain d'intérêt des particuliers pour la bourse. Nous estimons ainsi à 400 000 le nombre de nouveaux investisseurs sur le SBF 120 en 2020, soit autant que l'année précédente, année qui avait bénéficié de l'opération française des Jeux, qui avait motivé de nombreux particuliers. Elle est aussi en contraste avec le maintien de haut niveau des fonds s'investissant dans le private equity, flux qui sont probablement à peine moins élevés en 2020 qu'en 2019 où 20 milliards d'euros avaient été levés. Un de nos objectifs principaux pour 2021 consiste donc à accompagner les entreprises et les investisseurs pour contribuer à surmonter la crise que nous traversons en facilitant le renforcement de leurs fonds propres, seuls à même de financer les projets créateurs de valeur, mais risqués, et d'assurer la soutenabilité de la dette et donc la solvabilité du tissu économique. Cela passe naturellement par une communication financière et un dialogue actionnarial de qualité au niveau des entreprises. C'est cela qui crée la confiance, mais aussi par la mobilisation du plus grand nombre d'investisseurs. C'est une nécessité macroéconomique. L'épargne liquide et sans risque des Français a atteint des sommets au cours de cette année 2020, notamment l'épargne bancaire, avec des dépôts à vue et des comptes surlivrés qui ont augmenté de près de 150 milliards d'euros sur un an. C'est également une nécessité plus politique et sociale afin que la création de richesses ne soit pas au bénéfice de quelques-uns. De ce point de vue, au-delà des allègements du prospectus introduit par le Recovery Package européen, au-delà de nos efforts en faveur de l'éducation financière que nous intensifions avec la Banque de France, au-delà de la promotion de l'épargne salariale et de l'épargne retraite, le développement de nouveaux instruments de gestion collective orientés vers le non-coté, mais adaptés aux besoins d'une clientèle de détail, apparaît pertinent. Cela signifie diversification du risque, investissement de long terme, éventuellement des mécanismes de garantie. Les fonds de fonds en capital risque, les fonds Evergreen à destination de l'assurance vie, le label Relance, la révision du cadre des fonds européens LTIF, tout cela est donc particulièrement opportun. Une seconde caractéristique de l'année 2020 a consisté en une volatilité importante des marchés qui a touché tant les valorisations que les allocations de portefeuille. L'essentiel de la baisse massive et générale des cours des actions observée en mars a été rattrapé à l'automne et le SBF 120 a ainsi fini l'année avec une baisse de 4,5% seulement, entre guillemets, dividendes réinvestis. Mais les différences sectorielles ont été considérables, ce qui traduit de façon très logique l'hétérogénéité des conséquences de la pandémie. L'indice pétrole et gaz a diminué de 30%, celui des banques de 25%, ce qui d'ailleurs amène la capitalisation boursière des 4 banques françaises cotées à 42% de leur actif net à fin juin. La baisse brutale et générale des cours m'avait conduit à mobiliser pour la première fois notre pouvoir d'interdire la constitution et l'augmentation de positions courtes nettes, les ventes à découvert.
Le total des positions courtes déclarées, supérieur à 0,2% de la capitalisation boursière des titres, ce total tourne habituellement autour de 0,5% de la capitalisation boursière. Il était passé à près de 1% en quelques jours. Et l'interdiction auquel nous avons procédé lui a permis de revenir rapidement à ce niveau de 0,50% auquel il se maintient depuis. J'observe cependant que seuls 5 des 27 pays de l'Union, la France donc, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, l'Autriche et la Grèce, ont pris une telle décision, alors que nous faisions alors tous face à une problématique identique. Cela montre les limites de l'intégration européenne. Dans une certaine mesure, ces turbulences de marché sont également une des causes des difficultés des fonds qui sont gérés par H2O, qui m'ont conduit fin août, et c'était également une première, c'est pour ça que je le mentionne, qui m'ont conduit à demander la suspension de certains fonds qui ont été réouverts mi-octobre, après cantonnement des actifs illiquides à valorisation incertaine. Cette mobilisation du cadre des side pockets résultant de la loi Pacte a ainsi permis de redonner de la liquidité à l'essentiel des fonds investis. Pour mémoire, les fonds ouverts qui ont été suspendus début septembre avaient une valeur nette de 10 milliards d'euros. 1,7 milliard d'euros ont été cantonnés et 8,3 milliards ont été réouverts mi-octobre, ce qui a d'ailleurs permis des sorties à hauteur de 2 milliards d'euros. Les réallocations de portefeuille ont en fait surtout touché en France les fonds monétaires. 45 milliards d'euros de sorties nettes ont ainsi été enregistrés au mois de mars, qui ont d'ailleurs été plus que compensés depuis, l'année s'achevant au total avec des entrées nettes d'environ 60 milliards d'euros sur ce segment. Néanmoins, les turbulences sur des placements qui sont des équivalents de trésorerie auraient pu déclencher une crise grave. Et elles conduisent ces turbulences naturellement à revisiter la pertinence du cadre réglementaire des fonds monétaires et plus généralement celui des fonds ouverts, cadre qui est essentiellement européen. Il nous invite aussi à revisiter nos pratiques de supervision qui, elles, sont essentiellement nationales. Cela constituera une autre des priorités de 2021 qui se déclinera donc tant au niveau international avec des réflexions au FSB et à l'OICV, qui doivent déboucher sur des propositions au G20 en octobre. Ainsi donc, au niveau international, au niveau européen, à l'ESMA et à l'ESRB, et au niveau national, car nos fonds monétaires, ce sont ce qu'on appelle la valeur variable, les VNAV en euros, investis en titres privés, des VNAV en euros investis en titres privés, c'est spécifique à la France et donc relativement atypique en Europe. Nous avons une réflexion en cours à ce sujet. S'agissant donc de ce dernier axe de l'AMF, nous souhaitons favoriser le bon usage des instruments de gestion de la liquidité, ce qu'on appelle le swing pricing, et pour les fonds ouverts hors monétaire, les gates en particulier. Nous souhaitons concentrer nos moyens sur le suivi rapproché des zones de risque que nous devons pouvoir détecter rapidement. Il nous faut construire une relation plus systématisée avec les dépositaires, renforcer la coopération avec les superviseurs des autres pays en clarifiant les responsabilités de chacun, intensifier notre utilisation des données. Il faut avoir en tête qu'il y a environ 12 000 fonds de droit français. Il nous faut aussi alléger certaines tâches grâce à la digitalisation de nos processus et dans ce domaine, je note avec satisfaction que nos relations avec les quelques 600 sociétés de gestion françaises se déploient désormais via notre nouvel extranet qui automatise de nombreuses étapes du traitement des dossiers. Le troisième point, le troisième type de priorité consiste en l'essor de la finance durable. De ce point de vue, 2020 apparaît comme une année charnière, tant en Europe qu'en France, avec de très nombreuses avancées destinées à promouvoir de façon effective et crédible le financement d'une économie soutenable à moyen terme. S'agissant de l'autorité des marchés financiers,
Je note que nous avons posé cette année 2020 les premiers éléments de notre doctrine en matière de commercialisation des produits de gestion collective intégrant des approches extra-financières. Notre objectif est bien entendu d'éviter le dévoiement de la finance verte en imposant aux produits qui mettent en avant la prise en compte de critères extra-financiers, leur imposant d'avoir un engagement sur des objectifs mesurables et significatifs. Par exemple, si on a une approche dite en sélectivité, excluant les émetteurs disposant des moins bonnes notes ESG, alors on doit réduire d'au moins 20% l'univers d'investissement de référence. Il conviendra en 2021 de la compléter en assurant la bonne articulation avec les textes européens qui sont en cours de finalisation. Je dis en cours de finalisation car si certains textes de niveau 1 ont été pris et sont même d'ores et déjà applicables cette année, les modalités de mise en œuvre qui demandent des normes techniques de niveau 2 ne sont pas encore finalisées. Second lieu, nous avons contribué au débat européen en répondant à la consultation de la Commission sur la stratégie en matière de finances durables et en faisant des propositions, notamment pour encadrer la fourniture de notations et de données extra-financières. Ces services demandent en effet, selon nous, à être encadrés, comme le sont les notations de crédit, transparence des méthodologies, gestion des conflits d'intérêts, localisation des équipes, relations avec les sociétés concernées par les notations. Tout cela demande à être précisé et encadré. Nous avons également posé les jalons d'une certification AMF des connaissances en matière de finances durables afin de professionnaliser la commercialisation de ces produits. Elle complétera de façon optionnelle la certification actuelle qui, elle, est obligatoire pour les professionnels de la finance et notamment pour les conseillers financiers. Nous avons enfin analysé le reporting des 10 institutions financières françaises mettant en œuvre les recommandations de la TCFD et nous avons établi avec la CPR un premier rapport sur le suivi et l'évaluation des engagements pris par les institutions financières françaises en matière de climat, publié notre 3e rapport sur les approches extra-financières dans la gestion collective. Cela permet de mesurer le chemin accompli et de mettre en évidence les pistes d'amélioration. En dressant cette liste, je remercie au passage notre commission climat et finances durables, qui compte d'ailleurs un membre issu d'un grand cabinet d'audit et dont les contributions ont été précieuses pour mener à bien ces chantiers. Mais il n'échappe à personne que nous ne sommes qu'au début d'un chemin qui se doit d'être européen, si ce n'est mondial, et qu'il importe que la France reste moteur dans cette évolution. La finance durable reste donc une de nos principales priorités et les chantiers engagés doivent se poursuivre en 2021 avec un accent particulier sur les informations extra-financières des émetteurs. De ce point de vue, la révision de la directive sur le reporting extra-financier que prépare l'EFRAG est un chantier clé à conjuguer avec la mise en application de la taxinomie. Puisque vous êtes nombreux à vous intéresser à ces sujets, un mot sur la proposition de la Fondation IFRS de développer une normalisation en ce domaine. Cette proposition est naturellement très bienvenue car des normes internationales sont plus pertinentes que des normes nationales ou des normes européennes. Mais il est important que ces normes internationales ne soient ni un moyen de ralentir la dynamique européenne, ni ne constituent un plus petit dénominateur commun. L'idée évoquée de se concentrer sur le climat et sur la simple matérialité ne peut ainsi être qu'une étape. Mon 4e point concerne le Brexit, car le Royaume-Uni est désormais un pays tiers, et c'est un pays tiers avec lequel les services financiers sont couverts par un nombre réduit d'équivalences, essentiellement temporaires. Dans le cas du Royaume-Uni, cela signifie très simplement que pour proposer des services financiers dans l'Union, il faut être localisé dans l'Union. Au cours de la période de transition, les acteurs se sont préparés à cette évolution en transférant activités personnelles, malgré les difficultés liées au confinement et malgré les incertitudes liées aux négociations de l'accord et à la fixation précise de certains périmètres. Je pense en particulier aux obligations de négociation sur plateforme de l'Union, que ce soit pour les actions, c'est ce qu'on appelle la STO,
ou les dérivés, ce que l'on appelle la DTO. Paris est clairement une des places bénéficiaires de ces transferts. L'enjeu est en fait considérable. L'Union assumera-t-elle son autonomie et sa souveraineté financière? Saurons-nous faire émerger des marchés européens liquides et profonds avec des acteurs et des infrastructures de taille mondiale? C'est tout à fait possible, et ce que nous observons en ce début d'année sur le marché des actions, avec le rapatriement dans l'Union de l'essentiel des transactions sur actions de l'Union, qui étaient réalisées auparavant au Royaume-Uni, est de ce fait-là tout à fait encourageant. Mais il nous faudra se montrer déterminés et pragmatiques, et la France doit y contribuer de façon éminente sur la base d'une place financière majeure, dynamique sur l'ensemble des services financiers. Il est cependant clair que l'attractivité et l'efficacité de l'Europe financière passent également par une adaptation de son cadre réglementaire. De nombreux textes clés sont en cours de revue au niveau de l'Union. Je pense à MiFID pour l'organisation des marchés, en particulier leur transparence. Je pense à AIFM pour la gestion collective, à CSDR pour les dépositaires centraux, mais aussi à EMIR pour la compensation centrale. D'autres réglementations sont en cours d'élaboration et je pense là en particulier aux textes relatifs à la finance digitale qui doivent permettre non seulement d'encadrer les cryptoactifs et les prestataires de services qui les traitent, prolongeant ainsi au niveau de l'Union l'approche retenue en France par la loi Pacte, mais également, et c'est pour moi une dimension essentielle, elle doit permettre de digitaliser les titres financiers classiques afin de les traiter sur des registres distribués, en particulier pour ce qui relève aujourd'hui du post-marché. Ce sont des occasions de simplifier et d'homogénéiser nos réglementations pour supprimer ou tout le moins atténuer les fragmentations intra-européennes et renforcer l'efficacité de nos marchés financiers. Nous comptons bien entendu être force de proposition dans ces domaines, notamment dans la perspective de la présidence française de l'Union, qui interviendra au premier semestre 2022, période à laquelle beaucoup de ces textes devraient être conclus. Mon dernier point concerne ce qu'on appelle la filière répressive. Lorsqu'il y a une réglementation, il convient qu'elle soit respectée. Dès lors que pour l'essentiel, ces réglementations sont européennes et s'appliquent donc aux 27 pays de l'Union, il serait normal que la répression du non-respect de ces réglementations soit similaire d'un pays à l'autre. En fait, personne ne sait vraiment si c'est le cas, car chaque pays a ses propres approches et procédures. L'affaire Wirecard l'a mis un peu cruellement en évidence, et les sanctions ne font pas toujours l'objet d'une publication. Aucun registre fiable n'existe à ce stade dans ce domaine. C'est à l'évidence très regrettable. Il faut construire quelque chose dans ce domaine. S'agissant de la France, la filière répressive consiste en des contrôles sur les acteurs que nous régulons et en des enquêtes lorsque nous avons des soupçons d'abus de marché. Selon la conclusion de ces contrôles et de ces enquêtes, le collège peut décider d'aller à grief, parfois en proposant une transaction, ce que nous appelons une composition administrative. La commission des sanctions de l'AMF est ainsi saisie après une procédure d'aiguillage avec le parquet national financier lorsqu'il s'agit de dossiers d'enquête. Les décisions de la commission des sanctions sont susceptibles d'un recours auprès du Conseil d'État pour les contrôles, auprès de la Cour d'appel de Paris pour les enquêtes. Pour vous donner une idée de cette activité, en 2020, malgré le confinement, la commission des sanctions de l'AMF a conclu 13 dossiers de sanctions, homologué 10 dossiers de composition administrative, tout cela se traduisant à ce stade par 31 millions d'euros à verser au Trésor public. Et par 7 interdictions d'exercer, 3 blâmes, 2 avertissements. Je dis à ce stade car les recours sont nombreux et il convient donc de rester prudent. Si j'évoque ce point, c'est précisément pour attirer votre attention sur certains dossiers de recours qui portent sur des dossiers très structurants, comme la responsabilité des journalistes ou la capacité à sanctionner des interventions coordonnées sur plusieurs marchés nationaux, et également attirer votre attention sur les menaces qui affectent notre capacité à assurer le bon fonctionnement des marchés, à poursuivre les délits d'initiés, les manipulations de cours, plus généralement les abus de marché. J'ai par exemple en tête des décisions récentes de la Cour de justice de l'Union
qui limite drastiquement la conservation, donc l'utilisation des données de connexion, les FADET, ou la décision de la Cour de cassation limitant les pièces dont la saisie est possible au cours d'une visite domiciliaire. Ces décisions pourraient limiter très significativement notre capacité à faire respecter la réglementation en la matière. L'utilisation des données de connexion est ainsi un des outils clés pour constituer le faisceau d'indices qui permet de mettre en évidence les délits d'initiés. Il est clair que la préservation d'une filière répressive efficace est un objectif majeur pour nous au cours de l'année 2021. L'AMF optimise ses processus pour traiter de façon diligente les dossiers, mais elle doit avoir les moyens juridiques de superviser efficacement ces marchés, élément fondamental de la confiance nécessaire à leur développement. Voilà quelques points majeurs que je voulais partager avec vous ce matin. Monsieur le Président, c'est pas très sonore, mais je vous applaudis. Si nous étions dans une salle avec 500 personnes, vous recueilleriez, j'en suis absolument sûr, des applaudissements nourris et tout à fait sincères. Vous avez exposé dans un temps limité, très concis, tout à fait remarquable, et de façon évidemment plus rapide et interactive, répondu aux questions qui étaient posées. C'est vrai que votre exposé était tellement complet que les questions étaient plus limitées. Donc, je remercie le public chaleureusement d'être resté avec nous tout ce temps-là. Je signale juste que pour les non-experts comptables, on va mettre sur le site de l'Académie, qui est accessible à tout le monde, les 50 propositions de loi, parce que j'ai reçu pas mal de demandes sur mon portable. Voilà. Monsieur Robert Ophel, merci beaucoup. Merci, Président. Merci. Bon vent, et j'espère que vous contribuerez, comme vous le faites déjà, au développement de la place financière de Paris. Merci encore. Merci à tous et à bientôt.